Malheur au barbu. Signé Furax. Trente-et-unième épisode. Malvina, approchez. Oh là, on se croirait dans un tribunal. Malvina, nous sommes réunis en ce lieu à la prison de Samakutra. La présence de toutes ces personnes est-elle indispensable? Effectivement, Malvina, puisque Eutimène, mon fidèle bras droit, est devenu, par son mariage avec Pauline IV, le Maharaja de Samakutra. Mes félicitations, poulet. Merci, aventurière. Et quant à Monsieur Fred Transport, il est le fiancé de Mademoiselle Carol Christmas, fille du professeur Merry Christmas, le célèbre barbu enlevé par Furax, ce qui justifie amplement leur présence ici. Alors Malvina, nous ne sommes pas en territoire français. On peut donc vous poser des questions auxquelles vous n'êtes pas obligé de répondre. Vous n'êtes pas non plus obligé de me les poser. Malvina, vous deviez quitter l'Inde avec Furax. Comment se fait-il que nous vous ayons retrouvé inanimé à Pondichéry, par terre, dans la rue, et drogué? Il a voulu se débarrasser de moi. Et pourquoi? Vous vous êtes disputé? Oh ben, voilà, c'était à l'hôtel des États-Unis et d'Allemagne réunis. Une chambre minable où on était descendu. Au sous-sol? Non, au 5e étage. Vous dites que vous êtes descendu. C'est toujours comme ça, on descend dans un hôtel, même au 5e. Oui, alors? Furax a pris la parole. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit... Malvina, je pars pour les États-Unis. Tu pars? Oui, Nous partons. je pars. Mais voyons, Edmond, tu vas pas me faire ça. Tu vas pas me laisser seule ici, aux Indes, avec la police sur le dos. Je crains d'y être obligé. Mais Fufu, tu es un lâche. Je sais, Malvina, et c'est pour ça que tu m'aimes. Eh, Black, quand on a prêté serment d'observer les règlements de la secte des pinces sans rire, on savait à quoi on s'engageait. Oui, White. Et ils nous ont demandé de choisir l'arbre auquel on veut être pendu. Oui, White. Et alors? Attends voir. Eh, bourreau! Vous avez appelé vos lumières? Ça y est, dites au chambellan que nous avons choisi notre arbre. Parfait, j'écoute. Sa lumière, le grand lama et moi avons choisi d'être pendus à un groseillier. Bien joué, vieux. Un groseillier? Un groseillier? Je dois dire que... Non mais enfin, Excellence, vous riez? Oui. Enfin, vous, un pince sans rire. Oh, excellent. Eh, Black, Oh, Excellence. regarde les pinces sans rire. Ils rigolent tous. Ils sont fantastiques. Votre lumière, c'est trop drôle. Oh, ça fait dire de rire. Délivrez-les. Black, il nous délivre. Merci, les gars. Et vive le rire! Écoutez, Malvina, quand nous étions les prisonniers de Furax en Écosse avec Black and White, vous nous avez rendu la liberté en nous faisant évader. Aujourd'hui, nous vous rendons l'appareil. Hein, n'est-ce pas, Eutimène? Quel appareil, patron? Ah, alors, Malvina, acceptez-vous de nous aider à lutter contre Furax, à le traquer et à lui faire payer ses crimes? Oui, Nous avons votre parole? parole et musique. Très bien, vous êtes libre. Merci. Et libre de nous dire où Furax est allé se cacher. Je l'ignore. Il m'a simplement dit qu'il partait pour les États-Unis. C'est tout. Et vous n'étiez convenu d'aucun endroit pour vous retrouver? Ah si, je me souviens. Ah, Il y a longtemps, il m'avait dit... Malvina, si jamais nous sommes brusquement séparés, si nous n'avons pas le temps de prendre un rendez-vous, ce disque te donnera l'adresse où je t'attendrai. Il m'a donné ce disque. Saltimbanque, Guillaume Apollinaire, chanté par Yves Montand. Dans la plaine, les baladins s'éloignent tout le long des jardins.
Devant lui, des auberges grises par les villages sans église, et les enfants s'en vont devant, les autres suivent en rêvant. Il peut donc pas donner son adresse comme tout le monde, ce Furax, non? Mais enfin, Timène, quand nous tiendrons le secret des baladins, nous saurons où se cache Furax. Fred, il y a 2 gars qui pourraient nous aider. C'est Black and White. Oui, Carole. Mais ils doivent être en sale posture alors qu'il est. J'en ai bien peur. Et je me demande si nous les reverrons un jour. Bon, bien je crois que notre boulot est terminé. Qu'est-ce que tu en penses? Je crois, vieux White. Je vais dicter notre acte d'abdication. Alors, nous, India Black, grand lama de la secte dite des Pins sans rire, décidons aujourd'hui, notre tâche terminée, de résigner les hautes fonctions qui nous avaient été confiées. À présent, nous sommes sûrs d'avoir le droit de vous quitter en vous abandonnant à vos travaux heureux. Nous abdiquons en faveur du rire, du grand rire saint et libérateur. Du rire qui balaye et qui purifie, du rire qui fait vivre, naître et chanter le monde. C'était Malheur au barbu, signé Furax. Une pièce radiophonique loufoque de Pierre Dac et Francis Blanche. Choix des textes Jacques Pessis. Réalisation Cédric Aussi. Malheur au barbu. Signé Furax. Trente-deuxième épisode. Vive Socrate! Oh, merci mes amis, merci. Mais je vous ai réunis au restaurant de la Tour Eiffel pour plusieurs raisons. Alors tout d'abord, pour que nous puissions contempler ce Paris qui nous a manqué si longtemps. Quand je pense que mon pauvre papa n'est pas encore ici. Eh oui, ma petite Carole, il est encore sur la mer, à bord du bouc émissaire, en train de voguer vers Marseille. Et ceci nous ramène à la deuxième raison de notre présence ici. Les barbus sont retrouvés, d'accord, mais la justice n'y trouve pas son compte. Et la police judiciaire non plus. Socrate a raison. Furax est toujours en liberté. Il n'a pas payé ses forfaits. Ce serait trop bête d'abandonner la lutte. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Carole? Moi, si je retrouve mon père, je suis satisfaite. Frais de transport? Moi? Oh, je veux la peau de Furax. Toi, Black? Moi, la lutte est vlan, tant que ça peut. Bien, vieux. Vous, Socrate? Carthage doit être détruite. Et vous, Timène? Moi, je veux retourner aux Indes où ma petite femme m'attend. Et vous, Malvina? Oh, Furax m'a trahi et abandonné. Il est responsable de la mort de mon père et de plus il est marié. Et il me l'avait caché. Mais cette fois, il me le paiera cher. Parfait. Bon, la majorité est pour la poursuite de la lutte. Buvons à notre victoire. Au retour du père de Carole et de tous les barbus qui volent actuellement vers Marseille. Chers auditeurs, nous interrompons nos programmes pour vous communiquer une nouvelle de la plus haute importance. Le paquebot bouc émissaire, qui ramenait de Pondichéry les barbus retrouvés et le tunnel du Mont-Cenis, également arraché aux mains de Furax, était attendu hier soir à Marseille. Or, sans qu'aucune tempête ait été signalée sur le parcours du bateau, on se retrouve sans nouvelles de lui depuis 2 jours. Il y a tout lieu de craindre une nouvelle manœuvre de Furax. Ça y est, patron. À l'abordage. Cornelius, mon bandeau noir. Attache-le-moi sur l'œil gauche, ça fera corsaire. Non, idiot, pas sur les deux. Mais j'y vois plus rien. Voilà, patron. Parfait. Tous les barbus sont à bord? Oui. À vos places, les barbus. Une visite pour vous. Monsieur Edmond Furax, de l'Académie française. Bonjour, les barbus. Alors, content de me revoir? Non? Oui, bon. Cornelius,
La reconnaissance est une vertu qui a de plus en plus tendance à se raréfier. Tiens, professeur Christmas, toujours en pleine forme. Votre barbe est splendide. Furax, vous êtes un monstre. Mais oui, mais oui. Où qu'on va aller, monsieur Furax, avec notre cargaison de barbus? Direction les États-Unis, où j'ai à faire des choses qui m'épouvantent moi-même. Messieurs les voyageurs, bienvenue à New York. Préparez-vous pour la douane. Morning. Passport. Voilà. Commissaire Socrate. Oui. Mission officielle. Oui. Voici un ordre de mission. Et mon permis. What? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un permis d'inhumer? Oh, pardon. Ah non, mais bon, voilà mon permis d'enquêter. Ah. Vous êtes en règle, mais pas les autres. Comment ça, pas les autres? Non. Vous, je vais vous établir une carte de travail parce que vous avez le droit de travailler. Mais ceux-là, qu'est-ce qu'ils viennent faire aux États-Unis? Ils sont avec moi. Et en qualité de quoi? En qualité de rien, ils m'accompagnent. Vraiment? Et ils n'ont pas l'intention de travailler? Non. Alors, je vais leur faire établir à chacun une carte de feignant. Et avec ça, on aura le droit de ne rien faire? Strictement. Soyez les bienvenus à New York, messieurs. Quelque part entre l'Atlantique et le Pacifique se trouvent les États-Unis. Quelque part à l'ouest des États-Unis se trouve la Californie. Quelque part en Californie se trouve la vallée de Sacramento. Quelque part dans la vallée de Sacramento se trouve la ville de Chama. Quelque part près de Chama se trouve le village de Pisaladiera. Et Pisaladiera est en effervescence. Oh! Dis donc, garçon, tu m'as l'air bien agité ce matin. Qu'est-ce qui te rend si excité? Le ranch de la betterave maudite va rouvrir. Et le nouveau propriétaire a fait poser des fils de fer barbelés et des persiennes blindées. Il recherche peut-être la tranquillité. Et c'est qui ce nouveau propriétaire? Il paraît que c'est un Français. Et comment il s'appelle? Frox. F-R-A-U-X. Bon sang, Black! Quoi? Tu t'es foulé un muscle en lisant le journal? Non, mais regarde. Quoi? Là. Le Congrès mondial du cirque s'est réuni comme chaque année à Pisaladiera, dans la vallée de Sacramento, en Californie. Oui? Bon, et alors? T'as de la famille chez les Augustes? Mais non, crétin. Mais rappelle-toi le disque. Dans la plaine, les baladins s'éloignent au... Mais bon sang, oui, c'est ça que Furax veut dire avec son disque. Black, je crois qu'on tient une piste. Ah, mais convoque tout le monde et filons à Pisaladiera. Bouge pas, Furax. Bouge pas. On arrive. C'était Malheur au barbu, signé Furax. Une pièce radiophonique loufoque de Pierre Dac et Francis Blanche. Choix des textes Jacques Pessis. Réalisation Cédric Ossir. Malheur au barbu. Signé Furax. Troisième épisode. Qu'est-ce que ce sera, messieurs? Un renseignement. Sec ou à l'eau? Moitié-moitié. Alors, barman, quoi de nouveau dans le pays? Rien. À part un Français qui s'est installé dans le pays, un fou. Il a racheté le ranch de la betterave maudite. Il s'appelle comment, ce Français? Il s'appelle Frox. F-R-A-U-X. Frox? F-R-A-U-X? Ah oui, pas de doute. C'est un nom qui fleure son terroir à 3 mètres au rectangle. C'est un joli nom. Non, sauf qu'il y a une faute d'orthographe. Son nom ne s'écrit pas F-R-A-U-X, mais F-I-R-A-X. Quoi? Furax! Furax!
Alors, professeur Christmas, content d'être ici? Vous verrez, Pissaladiera est un endroit fort agréable. Et je suis sûr que l'aménagement très particulier du ranch de la betterave maudite vous plaira beaucoup. Eh bien, professeur, vous ne répondez rien? Furax, vous êtes un monstre. Rendez-moi la liberté. Je veux revoir Carole, ma petite fille. Je la veux tout près de moi. Je veux la rejoindre. Pas question, cher professeur. Je vais avoir besoin de vous plus que jamais. Cornelius, conduis le professeur Christmas à sa chambre, qu'il se repose un peu et qu'il peigne sa barbe. Qu'il la peigne? Oui. De quelle couleur faut-il qu'il la peigne? Imbécile. Furax, rendez-moi ma fille, ma petite Carole. Mais j'ignore où elle est, professeur. Vous me le paierez, Carole, ma petite Carole chérie. Ça fait des heures qu'on fait la planque devant ce ranch et il se passe rien. Je vous propose de procéder avant toute chose à une reconnaissance des lieux. Il y a une chose certaine, c'est que les lieux sont ici. Et sur place. Alors, en conséquence, il nous suffit d'en faire le tour pour nous retrouver à notre point de départ. Lequel devient, à ce moment, notre point d'arrivée. Ça me paraît d'une logique rigoureuse. Pas d'objection? Non. Alors, l'un derrière l'autre, celui qui est devant à 4 pas de celui qui le suit, et celui qui suit à 2 pas de celui qui le précède. Oui, exécution en avant et en silence. Rien ne sert de parler si nul ne nous écoute. Attention, là! Vous avez vu quelque chose? Non, mais ça me semble louche. Il y a une chose qui m'étonne, c'est que la maison est en rez-de-chaussée, et pourtant il me semble qu'elle est fractionnée en 4 étages. Parfaitement exact. L'architecte est un type astucieux. Au lieu de superposer les étages, il les a posés horizontalement côte à côte. Alors, dispersons-nous, chacun à son poste, que le meilleur gagne et nous tâcherons de faire mieux la prochaine fois. Pendant ce temps-là, sur les routes de Californie, une voiture noire file à toute allure, en emportant une mystérieuse inconnue. Pardon, monsieur. La route qui va à Pissaladiera. C'est tout droit, madame. Elle s'appelle Olga, mais se fait appeler comtesse Magnana. Elle est née de père inconnu et de mère anonyme. Son acte de naissance est apocryphe et sa jeunesse est un mystère pour tous ceux qui ne la connaissent pas. Entrons dans ce bar. C'est un endroit louche, ce sera parfait. Une mystérieuse inconnue dans un bar interlope. C'est la situation rêvée. Barman? Vous désirez, beauté fatale? Un verre d'eau de Cologne à 90 degrés et un renseignement. J'écoute. Monsieur Frox, tu connais? Ça dépend. Voilà $10. Ah, je crois connaître. En voilà 20. Je connais. Où habite-t-il? Je sais plus. Voilà une gifle. Oh, je crois savoir. En voilà 2. Je sais. Au ranch de la betterave maudite. Qu'est-ce que c'est, Cornelius? Monsieur Frox, c'est une dame. Qui est là? Comment êtes-vous entré? Il y a peu d'endroits où je ne puisse entrer quand je le veux vraiment, monsieur Furax. Comment savez-vous mon nom? C'est normal, puisque vous allez savoir le mien. Je m'appelle Comtesse Magnana. Enchanté, mais pourquoi êtes-vous ici? Où voulez-vous en venir? À faire de vous l'homme le plus puissant du monde. Je peux y arriver tout seul. Je ne crois pas. Et pourquoi? Vous manquez de moyens. Vous voyez petit. Mon gouvernement s'intéresse beaucoup à vous. Voulez-vous travailler pour nous? Pourquoi pas, mais sous certaines conditions. Quelles conditions? Autonomie totale et absolue. Accordé. Aide matérielle et financière illimitée. Accordé. Libre exercice du droit de vie et de mort sur quiconque et même sur les autres. Accordé. Bien.
Et enfin, et le plus important, nourriture, logement et blanchissage à la charge de votre gouvernement. À la Furax, je ne peux pas m'engager. Il faut que j'en réfère à mes chefs. Ah bah c'est une condition sine qua non. Alors, je m'y engage. Au fait, pour quel pays travaillez-vous? Un obscur petit pays qui veut devenir le maître du monde. Comme vous. Quand partons-nous? À 15h43, un hélicoptère se posera dans la prairie derrière le ranch. Vous y embarquerez avec votre personnel. Et le professeur Christmas? Vous l'emmènerez. C'était Malheur au barbu, signé Furax. Une pièce radiophonique loufoque de Pierre Dac et Francis Blanche. Choix des textes Jacques Pessis. Réalisation Cédric Aussi. Malheur au barbu. Signé Furax. « 34e épisode. Oh. Une fenêtre fermée. C'est bizarre. Il y a une corde tendue devant avec une barbe dessus. Mais une grande barbe en train de sécher. Ah mais oui, je la reconnais. C'est la barbe du professeur Christmas. Professeur. Qui vient me déranger à cette heure-ci? C'est moi, Black. Black? Oui, Black. Mais, Black, comment diable êtes-vous arrivé ici? Peu importe, je vais vous sortir de là. Surtout pas. Plus je reste avec Furax, plus j'ai de chances de le contrôler. Si cela est encore possible. Vous me faites peur, professeur. Furax arrive. Disparaissez. Eh bien, professeur, avec qui parliez-vous donc? Mais avec personne. Vous parlez tout seul maintenant. Et après, c'est défendu? Non, mais je ne tiens pas à ce que vous vous racontiez des choses que vous ne devez pas savoir. Je ne me raconte rien du tout. Je pensais à la Lune. Eh bien, revenez sur Terre et préparez vos affaires. Nous partons dans une demi-heure. Nous partons? Où ça? Très loin, professeur. Très, très loin. Regardez. Un hélico qui descend derrière le ranch. Ben oui, c'est vrai. Mais on dirait qu'il atterrit derrière les arbres. Oh, regardez, Furax, avec le professeur Christmas. Oh, il nous échappe encore. Le ranch a explosé. Ce monstre l'avait piégé pour ne pas laisser de traces. On se retrouvera, Furax. De retour des États-Unis, le commissaire Socrate, Fred, l'inspecteur Otimène et les détectives Black and White s'apprêtent à prendre à Paris quelques jours de détente bien mérités. Mais à la préfecture de police... Vous êtes le commissaire Socrate? À qui ai-je l'honneur? Anatole Biscombouzig, directeur général des mines de Déterré. Des mines de quoi? Les mines de Déterré. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces mines? Un minerai appelé la plaque small. La plaque small? Oui, la plaque small. Et j'ajouterai que c'est le seul endroit en France et même dans le monde entier où se trouve un gisement de la plaque small. Le lac plaque small? Et à quoi ça sert? Eh bien, à vrai dire, on ne le sait pas exactement. Alors je vois pas l'intérêt. Mais tâchez de comprendre. Tous les espoirs sont permis. Puisque le plaque small ne sert à rien, il pourra, dans un proche avenir, servir à tout. Il y a longtemps que vous exploitez les mines de Déterré? Ah, c'est oui. Depuis combien de temps, exactement? Depuis que je m'en occupe. Et vous vous en occupez depuis quand? Depuis que j'ai pris l'affaire en main. Mais quel rapport avec votre présence ici? J'y arrive. Avant-hier matin, mon secrétaire est brutalement entré dans mon bureau. Ah!
Monsieur le Viscount-Bouzic, c'est affreux, c'est effrayant. Quoi, Hubert? Remettez-vous, qu'est-ce qu'il y a? Au courrier de ce matin, une lettre de menace. Tenez. Monsieur Viscount-Bouzic, mine de déterré, a déterré dans le Tarn. Mais, dites-moi, Hubert, qui vous a autorisé à ouvrir cette lettre? Il y a écrit personnel. Et alors, je fais partie de votre personnel, non? Ah oui, c'est exact. Mais alors, que dit cette lettre? Cher monsieur, le gouvernement d'un pays étranger que j'ai l'honneur de représenter m'a chargé de vous faire savoir qu'il revendique l'exploitation du minerai de l'Aplaxmol des mines de déterré qui sont votre propriété. Pour des raisons qui seraient trop longues de vous énumérer, ce minerai nous est devenu indispensable. Veuillez donc prendre vos dispositions pour nous en céder l'exploitation dans les plus brefs délais, moyennant un dédommagement substantiel qui vous permettra d'aller vous faire pendre ailleurs. Bien à vous, signé Amapala Xaruf. Oh, c'est la lettre d'un fou. Il y a un post-scriptum. Inutile de faire appel au commissaire Socrate, ni même à Black and White. Quoi? Eh bien, justement, j'irai faire appel à eux. Et voilà pourquoi je suis venu vous trouver. Messieurs, j'ai besoin de vous. Acceptez de travailler pour moi. Ce Xaruf, c'est évident. Xaruf, l'anagramme de Furax. Dès demain, nous serons aux mines de déterré. Entrez. Bonjour, mes amis. Ce vieux Fred Transport. Content de vous voir. Vous êtes seul? Oui, Carole? Je ne sais pas. Je suis passé chez elle et j'ai trouvé ce message sur la porte. Fred, je suis parti acheter du concombre en branche, ne vous inquiétez pas. Eh ben, faites comme elle dit, ne vous inquiétez pas. J'ai des raisons de m'inquiéter. Elle est allergique au concombre en branche. Ah. Donc? Donc, ce n'est pas elle qui a écrit ce message. Donc? Donc? Mais Carole a disparu. Commissaire, j'ai besoin de votre aide. Je lance une enquête. Et nous, on part à déterrer. On voudrait voir comment ça se passe. Je viens avec vous. Non, non, Fred, non, ça peut être dangereux. Carole a disparu. Je n'ai plus de raison de vivre. C'était Malheur au barbu, signé Furax. Une pièce radiophonique loufoque de Pierre Dac et Francis Blanche. Choix des textes Jacques Pessis. Réalisation Cédric Aussi. Malheur au barbu. Signé Furax. Trente-cinquième épisode. C'est ça? Les mines de déterré? Des milliers d'ouvriers. Des bulldozers. Des grues Inouïs. Ils construisent une véritable ville autour des mines. Ils élèvent des murailles. On dirait qu'ils veulent isoler les mines. Je crois que nous n'apprendrons pas plus en restant à rôder autour des mines. Regardez, j'ai subtilisé le bleu de travail et la carte de mineur d'un ouvrier. Et hop, ni vu ni connu. Non, mais c'est de la folie, Fred. Vous vous rendez compte? Et alors? Vous introduire dans les mines avec la carte du gars? Bah oui, mais moi je me fais embarquer dans une caisse de la Plaxmol et puis je verrai bien où j'arrive. Hein. Mais si on vous prend? Tout m'est égal. Du moment que Carole est loin de moi, plus rien ne compte. Ni danger, ni même la vie. Comme vous voudrez, Fred. Et bonne chance. On se retrouve à Paris. Or donc, au matin de ce jour-là, vers 10h20, un homme courait dans les couloirs de l'observatoire du Mont Ventoux. Monsieur le directeur! Monsieur le directeur! Eh bien, entrez du bout, entrez! Monsieur le directeur, c'est affolant. Quoi? Qu'est-ce qui est affolant? Une nova, monsieur le directeur. Une nova. Quoi? Une nova? Un nouvel astre? C'est impossible. Du bout, vous avez bu? Oui, monsieur le directeur, j'ai bu pour m'en remettre. Je l'ai vu de mes yeux. C'est de la folie. Allons voir. Tenez, monsieur le directeur, regardons ensemble.
Non, vous d'abord. Non, laissez-moi me remettre boire une fille. Ah, voilà, ça fait du bien. Bon, maintenant, regardons. Tiens, c'est bizarre, je vois rien. Je l'ai collé à la lunette et je vois que du liquide. Allons, mon cher Dubout. Vous collez votre œil au goulet de la bouteille. Ah oui. Excusez-moi, monsieur le directeur de l'émotion. Laissez-moi regarder dans le télescope. Oh, bon Dieu. Ce n'est pas possible. Mais c'est un nouvel astre. Comme un satellite de la Terre. On dirait, Dubout. Ça ressemble à une soupière volante. Entrez. Commissaire Socrate. Oui, que puis-je pour vous? Je me présente, professeur Salazar de la faculté des sciences. Ça vous regarde. Et alors? Vous êtes sans doute au courant de l'étrange satellite qu'on vient de découvrir dans le ciel. Oui, et je m'en fous. Eh bien, commissaire, je crois être en mesure de vous apporter au sujet de ce satellite une solution satisfaisante. Je ne suis pas astronome, ça ne m'intéresse pas. Vous comprendrez plus tard. Voulez-vous bien venir chez moi, Villa Aldébaran, à Barbizon? Voudriez-vous prévenir vos amis Black and White? J'aimerais qu'ils nous rejoignent. Monsieur Black, Monsieur White, Enchanté. le professeur... Ah, comment déjà? Salazar. Ah oui, je savais que vous aviez un nom de gare, mais je ne me rappelais plus laquelle. Bon, messieurs, j'ai installé ici un petit observatoire privé. Bien agencé, professeur. N'est-ce pas? Oh, évidemment, je ne dispose pas de moyens extraordinaires. J'ai un bon petit équatorial de série, de gentils petits télescopes et des verres fumés pour regarder le soleil en face en période de nouvelle lune. Ah, en somme, vous êtes astronome. Pas précisément. L'astronomie pour moi n'est pas un but, mais un moyen. C'est-à-dire? Mon rêve a toujours été la création d'un satellite artificiel. Oui, mais je vois pas en quoi... Patience, messieurs, patience. C'est un beau rêve, messieurs. Un très grand rêve. Un satellite créé par la main d'un homme et dirigé par eux. C'est presque égaler la puissance divine. Oui, mais en quoi tout cela nous regarde? J'y arrive, messieurs, j'y arrive. Tous mes travaux ont été dirigés dans ce sens. J'ai d'ailleurs ici quelques appareils qui vont vous intéresser. Ouais, bon, vous savez... Si. Voyez, voici un schmilblick. Un schmilblick? L'invention des frères Fauderche? Et à quoi ça sert, le schmilblick? Le schmilblick, grâce à sa mostoblase et à ses deux glottocifres, et surtout grâce à l'aménagement des istioploques, permet l'utilisation rationnelle du Laplax-Moll. Vous dites? Du Laplax-Moll? Ça commence à vous intéresser. Alors, ainsi, vous connaissez les mines de déterré? Pas personnellement, non. Mais un de mes amis chimistes qui travaillait là-bas m'a fait parvenir une certaine quantité de Laplax-Moll. Et j'en suis arrivé à cette conclusion que le Laplax-Moll, c'est de l'énergie pure, de l'énergie intégrale, l'énergie rêvée en quelque sorte pour la création d'un satellite artificiel. En somme, grâce au Laplax-Moll, vous avez la possibilité... Eh non, messieurs. Il me manque le support d'énergie, pour pouvoir donner au Laplax-Moll son rendement maximum. Et ce support? Je ne l'ai pas encore trouvé, mais je crois qu'un autre l'a réalisé. Ah oui? Et qui ça? J'ai toujours eu, messieurs, un adversaire direct et redoutable. Un grand savant qui poursuivait le même but que moi. La présence dans le ciel de ce satellite artificiel me laisse à penser qu'il y est parvenu. Et peut-on savoir le nom de cet adversaire? Mais certainement, messieurs. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Qui? Le professeur Merry Christmas. C'était Malheur au barbu, signé Furax. Une pièce radiophonique loufoque de Pierre Dac et Francis Blanche. Choix des textes Jacques Pessis. Réalisation Cédric Ossire. Malheur au barbu. Signé Furax. « 36e épisode. Oui, messieurs, le professeur Merry Christmas, titulaire de la chaire de barbologie, mystérieusement disparu l'an dernier.
Ce grand savant poursuit le même but que moi, créer un satellite artificiel avec du Laplaxmol. Ah, bon, il est 13h14, la soupière volante va passer dans l'axe de ma lorgnette. Tenez, le satellite apparaît dans toute sa splendeur. Oh, fantastique. Et alors, à votre avis, il est habité? Non, pas encore, non. Christmas a dû expédier son satellite hors de la zone d'attraction terrestre. Ensuite, il y enverra des passagers. Dans longtemps? Oh non, le temps que la soupière refroidisse. Ah, vous seriez en mesure de créer une soupière volante? Ah, donnez-moi 3 652 315 francs et je vous construis une fusée au barbitrate de Laplaxmol. 3 652 315 francs. Moi, je peux donner les 315 francs. Oui, moi je peux pas donner le reste. Hein. C'est problématique quand même. Qui pourrait nous donner une telle somme? Je crois que je connais la bonne personne. Regardez le télégramme que je viens de recevoir. Arriverai demain Orly avec des lingots d'or. Signé Pauline IV, Maharanée de Samakoutra. Allô, allô, ici aérodrome de Paris-Orly. L'avion SPQR en provenance des Indes va atterrir dans quelques minutes. Défense de descendre en marche. Par ici, les enfants, allons accueillir la Maharanée. Faut pas la rater. Surtout moi. Après tout, c'est ma femme. Mais on y tient autant que vous, Timène. Pour me résumer, votre sérénité, je suis en mesure de construire une fusée qui nous permettra de nous poser sur la soupière volante. Il ne me manque plus qu'une chose. Quoi donc, professeur? De l'argent, du fric, du flous, quoi, du pèse, de l'aubert, des fafios, de la braise, des sous. Si ce n'est que ça, voici ma valise de diamants. Servez-vous. Oh, merci. Merci, votre sérénité. Je me montrerai digne de votre générosité. Professeur, quand la fusée pourra-t-elle partir? Demain, votre sérénité, à 4h14 exactement. Après 9 jours de voyage, la fusée du professeur Saint-Lazare arrivait en vue de la mystérieuse soupière volante. Attention, que tout le monde se prépare pour l'atterrissage. Attachez vos ceintures. J'ai pas de ceinture. Alors attachez vos bretelles. Il s'agit d'atterrir en douceur. Oh, quel silence. Personne. Notre arrivée est passée totalement inaperçue. Quel étrange paysage. Quelle étrange lumière. Qu'en pensez-vous, professeur? Eh bien, à mon avis, c'est une fluorescence artificielle. Son intensité explique pourquoi on a pu repérer de la Terre cette soupière volante en dépit de ses dimensions relativement réduites. Un flamand! Les gars, un robot! Toi devant nous! Bon sang, quel drôle d'accoutrement! Il a une barbe! Et un casque en forme de loup chapeautage. Sur une soupière volante, c'est normal. On dirait qu'il nous fait des signes. Signe ou pas signe, je tire. Ne tirez pas. Black, White, regardez. On dirait... Fred Transport! Eh oui, mes amis! C'est moi. Mais comment êtes-vous arrivé jusqu'ici? Oh, c'est toute une histoire. Racontez! Ah, et bien voilà. Aux mines de déterré, je me suis planqué dans une caisse de Laplaxmol. Un camion m'a emporté dans une cargaison de 70 caisses, embarcation à Marseille, direction l'Amérique du Sud. Le 6e jour, arrivé dans un port inconnu, on m'a débarqué avec une grue et on m'a chargé dans un train de marchandises direction la forêt. Alors, le voyage a duré 3 jours. La nuit, je suis sorti de ma prison de 3 mètres sur 2 pour examiner les lieux. Et là, j'ai découvert un immense chantier, ou alors des centaines et des centaines d'hectares de jungle épaisse. Et de forêts inextricables avaient été rasées, anéanties, pour faire place à la plus incroyable usine que la Terre ait jamais portée. Alors, je suis arrivé devant des baraquements soigneusement grillagés, et un simple coup d'œil m'a renseigné sur leurs occupants. C'étaient les barbus. Ainsi donc, Furax avait mis son projet à exécution. Il construisait une machine destinée à lui assurer la maîtrise du monde. Mais quelle machine, me direz-vous, hein? Mais continuez, Fred. C'est passionnant. Mon habitude de coller mon oreille au poste et mon œil aux serrures m'a renseigné quand je suis tombé par hasard sur le bungalow de ce redoutable individu.
Voilà ce que j'ai entendu. Quand serons-nous prêts, professeur Christmas? Bientôt, mon cher Furax, bientôt. C'est encore trop tard. Écoutez, mon jeune ami, il ne s'agit pas de construire un autobus de banlieue, mais bien un satellite artificiel destiné à faire le tour de notre globe terrestre en 16h54 à une distance approximative de 120 000 kilomètres. Les plans sont impeccables, la réalisation incroyablement rapide. Que demandez-vous de plus? Mais je ne demande pas, j'exige. Et vous exigez? J'exige, professeur Christmas, que le satellite artificiel que je vous ai commandé soit lancé vers le ciel avec sa charge de Laplaxmol et toutes ses installations après-demain matin avant 10 heures. Ce sera fait, mon cher Furax. C'était Malheur au barbu, signé Furax. Une pièce radiophonique loufoque de Pierre Dac et Francis Blanche. Choix des textes Jacques Pessis. Réalisation Cédric Aussi. Malheur au barbu. Signé Furax. Huitième épisode. Vous êtes sûr de ce que vous dites, professeur Saint-Lazare? Parfaitement certain. Depuis 5 heures d'horloge, le satellite artificiel où nous nous trouvons, autrement dit la soupière volante, est sorti de son orbite et s'éloigne de la Terre à la vitesse de 57 km à la seconde. Vous dites que nous nous éloignons de la Terre? Exactement. Mais c'est très grave, il faut faire quelque chose. Je crains qu'il n'y ait pas grand-chose à faire. Nous nous trouvons en présence de forces qui nous dépassent. Selon toute vraisemblance, nous filons en ligne absolument droite en direction de la planète Antares. Antares? Antares, le rival de Mars. En plein cœur du Scorpion. Antares a été jusqu'à présent considéré comme une étoile, c'est-à-dire comme un petit soleil, donc inhabitable. Il semble que nous ayons fait une grossière erreur. Il y a des êtres vivants sur Antares. Antares est la rivale de Mars. Mars est synonyme de guerre, de brutalité, de combat. Alors, la conclusion s'impose d'elle-même. Si Antares est en opposition avec Mars, c'est qu'on y pratique une politique de paix et de douceur. Mais où allons-nous tomber? Le poste radio! Antares appelle. Allô, allô, ici Radio Antares. Allô, allô, nous appelons la soupière volante. Allô, allô, la soupière volante? Ne répondez pas, nous savons que vous entendez. Extraordinaire. Allô, allô? Nous nous excusons de la manière un peu cavalière que nous avons employée pour vous attirer jusqu'à nous. Mais il n'y en avait pas d'autre. Ne craignez rien. Antares vous réserve le meilleur accueil. Vous y trouverez une civilisation qui vous étonnera. On dirait qu'ils nous connaissent, hein? Mais oui, commissaire Socrate, on vous connaît. Ainsi que Furax, Eutimène, sa sérénité, la Maharanée Pauline IV, Fred Transport, Black et White, les professeurs Merry Christmas, Saint-Lazare et tous les autres. Attention, attention! Vous allez atterrir. Boutonnez-vous. Sur Antares, une tenue correcte et de rigueur. Antares, Antares, terminus. Pour la descente, chacun doit se ranger l'un derrière l'autre, en demeurant à côté de son voisin, sans gêner celui qui le suit, tout en facilitant la position de celui qui le précède. Ça y est, nous voilà sur Antares. Antares possible. Oui, alors bravo White, hein, tu commences bien. Mais dites donc, les gens d'ici ont l'air d'être exactement comme nous. Regardez, en réalité, ils sont très différents. Ils ont l'œil droit à la place de l'œil gauche et vice-versa. Oui, c'est vrai. Et ils n'ont pas la bouche au-dessus du nez. Ah, exact, non? Ils ont le nez au-dessus de la bouche. Oui. Ces particularités n'ont pas échappé à mon regard de savant. Voici Monsieur Proutmacher, notre vénéré président du conseil d'administration d'Antares.
Bonjour messieurs, soyez les bienvenus sur notre étoile refroidie. Bonjour, monsieur le président. Ah, mais voilà le fameux Furax. Ah, vous me connaissez, monsieur le président? Un peu que je vous connais. Je suis chargé, en tant que président d'Antares, de vous demander quelque chose. Quoi? On ne dit pas quoi, c'est pas poli. On dit comment? Oui, ça va, ta gueule. Bon, vous vous doutez bien, Furax, que si on a attiré votre satellite artificiel, votre soupière volante, jusque sur Antares, c'était pas pour demander la recette de la quiche au pruneau. Non, bien sûr que non, non. D'autant qu'on la connaît. Et je n'en doute pas. Vous prenez 125 grammes de farine et 50 grammes de sucre en poudre. Vous battez avec un jaune d'œuf. Oui, monsieur Prout, ma chère, vous oubliez que vous avez quelque chose à me demander. Ah oui. Oui, bon, voilà. Antares a une police, Antares a une prison, Antares a un code pénal, des juges, des avocats, mais tout cela ne sert à rien. Et alors? Et alors? Eh bien, faut nous rendre service. Vous allez nous mettre debout une armée du crime. Qui, moi? Oui, vous. Et vous ne partirez d'ici que quand on aura une bonne bande de voleurs, de truands, de tueurs et de malandrins. Mais, monsieur Prout, ma chère... J'ai dit. C'est compris? Alors, exécution. Mais Exécution. Et même... approchez. Je vais faire un mot. Exécution capitale. Radio Antares est heureux de vous annoncer que sous l'impulsion de l'infatigable président Proutmacher, notre planète va être dotée très bientôt d'une armée de crime, semblable en tout point à celle qui infeste la Terre. Grâce à cette initiative intelligente, Antares connaîtra à son tour le vol, le meurtre, les procès, les romans policiers, tout ce qui manquait à notre civilisation pourtant si avancée. Déjà, dans le quartier des grandes écoles, un vaste immeuble vient d'être mis à la disposition de l'université du crime. Et nos visiteurs terriens de la soupière volante se préparent à recevoir les élèves de tous âges qu'ils seront chargés d'initier au mystère de l'illégalité. C'était Malheur au barbu, signé Furax. Une pièce radiophonique loufoque de Pierre Dac et Francis Blanche. Choix des textes Jacques Pessis. Réalisation Cédric Ossir. Malheur au barbu. Signé Furax. Trente-neuvième épisode. Allons, travaillons plus vite. Je veux que la classe de perçage de coffre-fort soit prête ce soir. Professeur Saint-Lazare, où en êtes-vous? J'ai déjà 27 élèves pour mon cours de fausse monnaie. Ah, et vous, Pauline, ça va comme vous voulez? Ne m'en parlez pas, mon cher Furax. Apprendre le mensonge à des gens qui ne connaissent que la vérité, c'est une tâche bien ingrate. Et pourtant, votre sérénité, le mensonge est le complément direct du crime. Bien sûr, bien sûr. Professeur Christmas, je compte sur vous pour enseigner à nos étudiants l'art subtil des produits chimiques et des poisons en particulier. Je prépare mon cours sur le cyanure. Parfait. Moi, je vais voir Otimène et son cours de pickpocket. Si vous me permettez ce mot, Furax, notre retour sur Terre, c'est in the pocket. Monsieur Furax, je vous ai convoqué pour vous dire que je suis très content de votre travail. Et au train où nous allons, votre chère planète sera bientôt dotée d'un escadron de malfaiteurs qui n'aura rien à envier à la bande de truands qui infestent la Terre. J'ai visité ça ce matin. Très bien, très bien. Parfait. Alors, j'ai pris des notes. Voilà. Classe de vol à la tire, très bien. Classe de mensonge, très bien. Classe de cambriole, beau travail. Et qu'est-ce que j'ai noté là? Incendie.
Oui, les incendies volontaires, c'est du crime, ça aussi. Oui, en quelque sorte. Mais vous savez, chez nous, ça ne se fait plus guère, hein. Eh bien, chez nous, ça se fera. Voilà. Très bien, les incendies volontaires, hein. Voyez Néron, l'incendie de Rome, si, il me faut des incendies volontaires. Oui, on pourrait peut-être demander ça à Black and White. C'est peut-être de leur ressort. Alors, monsieur le président? C'est à moi de vous dire alors, non? Mon ami Furax vous a expliqué ce que je voulais. Oui, on sait. On en a parlé, White et moi. Alors, c'est faisable, bien sûr, seulement... Mais seulement quoi? Qu'est-ce qu'il vous faut? De la paille, des fagots? Ici, sur Antares, il y a tout. Hélas, non, monsieur le président, il n'y a pas tout. Ah oui. Et que vous manque-t-il pour des incendies volontaires? Un tout petit truc. Quoi donc? Des allumettes, monsieur le président. Des allumettes? Ah oui, des allumettes. Oui, alors là, vous me mettez dans un bien pénible embarras. Oui, bien pénible. Une situation bien délicate. Oui, bien délicate, oui. Oui, et qui plus est, embarrassante, oui. Car je suis bien obligé de l'avouer, il n'y a pas d'allumettes sur Antares. Oui, il va falloir absolument en trouver. Eh ben, ça s'arrange pas. Comme tu dis, il n'y a rien à faire. Pote ma chère n'en démordra pas. Tu sais fabriquer des allumettes, toi, Black? Non, et toi? Non, moi non plus. Et vous, professeur Christmas? Bien sûr que non. Moi, ma spécialité, c'est la barbologie. Parlez-moi du berbitron, de tout ce que vous voudrez, mais les allumettes... Vous y connaissez quelque chose, vous, Saint-Lazare? Ah, je sais les allumer. Et encore pas toutes. Mais c'est tout. Monsieur Black, Monsieur White, vos savants sont des ânes, des incapables. Puisque c'est comme ça, vous allez partir d'en chercher une boîte. Non, allons, président, le professeur Merry Christmas a réalisé la soupière volante. Et le professeur Saint-Lazare a construit la fusée qui est venue se poser dessus. Mais tout ça, c'est de la foutaise. Quand on est un vrai savant, on sait faire des allumettes. Bon, puisque c'est comme ça, vous allez partir d'en chercher une boîte. En chercher une boîte, où ça? Mais sur la Terre? Sur la Terre, mais comment voulez-vous que nous y allions? Mais j'en fais mon affaire, vous irez en cuillère filante. En cuillère filante? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une sorte de soupière volante d'un volume beaucoup plus réduit, mais d'une vitesse infiniment supérieure. Voilà, vous allez là-bas, vous achetez une boîte d'allumettes et vous me la rapportez. Compris? Mais monsieur le président... Voilà! Entendu. D'accord. Pas de discussion. Bon, seulement, il n'y a place que pour 5 passagers à bord des cuillères filantes. À vous de les désigner. Je vous laisse libre du choix. Exécution! Silence. Voici la liste des passagers de l'engin interplanétaire destiné à rapporter sur Antares une boîte d'allumettes. Professeur Saint-Lazare. Commissaire Socrate. Black and White. Fred Transport. Bon, le professeur Christmas, Eutimène, Pauline 4 et Furax restent ici. Et le président Proutmacher nous attend, avec l'astronef. Les voyageurs pour la Terre, en cuillère, s'il vous plaît. Eh bien, au revoir. Bonne chance. Bientôt, alors, terminé. Ramenez-en au moins une boîte de sang. C'était Malheur au barbu, signé Furax. Une pièce radiophonique loufoque de Pierre Dac et Francis Blanche. Choix des textes Jacques Pessis. Réalisation Cédric Aussi. Malheur au barbu. Signé Furax.
7e épisode. Regardez, à droite, la lune. Et attention, sur votre gauche, une étoile filante. Mais c'est inouï. Nous la rattrapons. Nous la doublons, nous marchons plus vite qu'elle. Mais à quelle vitesse allons-nous donc? Allô, ici Radio Antares. Nous espérons que tout va bien à bord. Le président Proutmacher vous demande de bien vouloir lui rapporter, en plus des allumettes, un camembert et un lot de farces et attrapes pour faire rire ses collègues du conseil d'administration. Merci. Vous faites une drôle de tête, professeur. Qu'est-ce qui vous arrive? Il y a quelque chose qui me chiffonne. Quoi donc? Eh bien, mais cette vitesse incroyable. Les techniciens d'Antares avaient prévu un quart d'année-lumière à l'heure. Mais à présent, je suis sûr que nous allons bien plus vite que la lumière. Bien plus vite que la lumière? Mais ça s'est jamais vu. Ça a toujours été considéré comme impossible. Je sais. Mais la science des hommes s'est trouvée tant de fois en échec. Mais alors, plus vite que la lumière, ça équivaut à dire que nous rattrapons à la course les rayons émis bien avant l'instant que nous vivons. Exactement. Et c'est terrifiant. D'autant que je suis persuadé qu'il s'agit d'une erreur de manœuvre de la part des techniciens d'Antares. Eh bien, nous voilà même déjà arrivés. Quoi? Déjà? Mais oui, pendant qu'on bavardait, la vitesse a encore augmenté. Alors, ouvrons la trappe hermétique. Bon. Ah. Un coq, on doit être en France. Ce que vous dites, commissaire Socrate, n'est pas très scientifique. Nous sommes probablement dans une région très peu civilisée. Sûrement. Regardez la route, là. Elle n'est même pas goudronnée. Attention! Cachons-nous derrière le buisson. Voilà, un nuage de poussière. On dirait une diligence. C'est pas une diligence. Ah non, c'est bien plus vieux. Regardez les gars qui sont dedans. On dirait qu'ils vont à un bal costume. C'est original comme reconstitution historique. Oh là là, mais non. Comment? Il ne s'agit pas d'une reconstitution historique. Comment ça? Mais non. Ces gens sont habillés d'une façon normale pour leur époque. Non, mais qu'est-ce que vous racontez, ça, là, ça? La vérité, Fred, à force de voir le temps se dérouler à l'envers, nous sommes arrivés en France quelque part sous le règne de Louis XIV. Incroyable. Mais comment est-ce possible? Mais l'explication est extrêmement facile à donner. Donnez-la. Oui, généralement je les vends, mes explications. Mais eu égard aux circonstances... Allez, professeur, c'est pas le moment de faire le gracieux. Eh bien, mes amis, la seule explication possible est que le radar d'art qui nous dirigeait d'Antares a dû se détraquer, s'emballer, et en conséquence nous propulser en direction de la Terre à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Et voilà pourquoi nous nous trouvons ici à l'époque du roi Soleil. Essayons de contacter les gens de la région sans attirer trop l'attention. Ça sera pas commode avec nos habits du XXe siècle. Et quelques instants plus tard, nos amis, curieux, visitent ce Paris du XVIIe siècle que tant de nos auditeurs auraient voulu connaître. Dis donc, Black, qu'est-ce qu'il y a comme On se croirait place de l'Opéra à 10h du soir. C'est plein de bâcleurs, de boutiques, de charlatans. Allons-y. Vous allez voir, bonnes gens, comment on arrache une dent sans douleur. Ouvrez bien la bouche, messieurs. Là. Hop. Et hop. Et voilà. Et celle-ci, ce n'est qu'une dent parfaitement saine. Nous allons maintenant extraire celle qui est malade. Oh non. Dis donc, White, une station de taxi. Ce sont des chaises à porteurs. Ah bah oui, quoi, c'est les taxis de l'époque, hein. Alors ça me ferait mal de me faire trimballer comme ça par deux bons hommes dans les brancards. Eh ben, c'est pas large ici. Et sombre. Où sommes-nous donc? Attends, je regarde. Ruelle Guénégo. Nous nous sommes perdus. Il faut retrouver notre chemin. Tiens, voilà quelqu'un, on va le lui demander. Votre chemin, mes seigneurs, ne suis-je point là tout exprès pour vous l'indiquer? Oh, par les tripes de Lucifer, ce sont là nobles étrangers, bien pourvus sans doute. Vos bourses, s'il vous plaît. Dites donc, vous avez une drôle de façon d'accueillir les étrangers, hein? Là, jeune présomptueux, aimeriez-vous goûter quelques pouces de ma bonne lame?
Allons, vos bourses. Votre montre, monsieur. Merci. Ah, que vous voilà donc raisonnable. Désolé de vous détrousser, messieurs, mais il faut bien vivre. C'est intolérable, je vais appeler un agent. Or ça, messieurs, il ne sera pas dit que vous aurez affaire à un vulgaire soupe-jarret. Non, je sais vivre. Je vous ai pris votre argent, certes, mais en revanche, me ferez-vous l'honneur d'accepter de vider un pot en ma compagnie à la taverne du Paix de Nonne, tout proche d'ici? Et pardieu, c'est moi qui paye. Ah bon, alors dans ce cas, on y va, hein. Ah bah oui, puisque c'est sa tournée. Mais, par les flammes de l'enfer, non mais je me conduis comme un valet de labour. Que vous sachiez au moins à qui vous avez affaire. Je me présente, Alphonse Ardouin Marie, chevalier de Furasque. Chevalier de quoi? De Furasque. C'était Malheur au barbu, signé Furax. Une pièce radiophonique loufoque de Pierre Dac et Francis Blanche. Choix des textes Jacques Pessis. Réalisation Cédric Aussi. Malheur au barbu. Malheur signé Furax. Épisode. Et maintenant, messire, répétez votre nom. Avec plaisir, je suis Alphonse Ardouin Marie, chevalier de Furasque. Furasque? Pour vous servir, mes bons seigneurs, ou plutôt pour vous détrousser, car il n'y a pas sur la place de Paris un meilleur soupe-jarret, tire-laine, tire-bourse, malandrin, fieffé, voleur et tireur d'épée que le chevalier de Furasque, votre serviteur, né à Masson-la-Jolie en l'an de grâce 1662. Furasque? Furasque. Mais quoi, mes seigneurs? Mon nom a l'air de vous étonner. Regardez Saint-Lazare comme il lui ressemble. C'est ma foi vrai. Mêmes yeux, même moustache, même tic de la lèvre. Furasque. Oh, c'est tout à fait lui. Pardonnez-moi, mais tout à fait qui? Eh bien, mais Edmond. Edmond. Edmond Furax, oui. Edmond Furax. Je ne connais point de parents qui soient ainsi nommés. Et bien sûr, mais vous le connaîtrez plus tard. Ce sera l'arrière-petit-fils du fils de votre petit-fils. Oui, bien sûr, oui, bien évidemment. Oui, l'arrière, oui, c'est sûr. Edmond, bah oui, c'est sûr. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va boire? Hola, tavernier! Ouais! Il nous prend pour des fous. Oui, c'est normal. Tavernier, à boire pour mes amis les étrangers qui ne sont point d'ici. Oh, je vous fais tenir sur l'heure un double pichet de vin de Touraine dont vous me direz des merveilles, messieurs de Furasque. Mais, dites-moi, chevalier, comment se fait-il que vous soyez sous-jarret, vous qui paraissez de si bonne famille? Ah, qu'il vous suffise de savoir que dans la famille des chevaliers de Furasque, nous sommes malandrins de père en fils. Mon trisaïeul, Cornelis de Furasque, a rançonné Charlemagne à son retour d'Espagne. Mon bisaïeul, Eudebert, a rançonné Pépin le Bref alors qu'il se rendait au festival de Cannes. Et ainsi de suite. De génération en génération, de père en fils, de fils en aiguille. Nous avons la malhonnêteté dans le sang. Et je n'ai qu'un seul désir, c'est que longtemps encore, le nom de Furasque résonne dans les annales du crime. Ah ben pour ça, mon cher, soyez rassurés. Oh, ça oui. Ouais, garanti. Mais dites-moi, chevalier Furasque, une confidence en appelle une égale. Ouais, la chose est certaine. Or donc, voici la raison qui nous amena réellement par ici. Nous sommes venus chercher des allumettes. Des allumettes. Des petits morceaux de bois qui s'enflamment au frottement. Des allumettes. Mais voyons, White, sous Louis XIV, on connaissait pas les allumettes. Et pourtant, chevalier, il faut que vous nous trouviez des allumettes. Diantre, le problème est ardu. Mais je sais un bonhomme d'alchimiste qui vous le pourra résoudre. Vraiment? Oh, chevalier, ce serait... Oui, parole de filou. Mon ami, l'alchimiste Habeas Corpus, qui s'y entend fort en drogue et produits explosifs, est par ma foi l'homme qu'il nous faut. Allez, dirigeons donc nos pas vers l'antre mystérieux de mon ami, qui vous pourra procurer, du moins l'espérai-je, les allumettes que vous cherchez séant. Par ici, mes seigneurs. Oula. Qui vous envoie? Nous sommes les envoyés du malin et demi. Entrez.
Je vais prévenir mon maître. Dites donc, chevalier, c'est sinistre ici. Hein. Oui, mais l'antre d'un alchimiste n'est pas la ruelle d'une fille de comédie, monsieur. Ah, voici maître Habeas Corpus. Taisons-nous. Astravium stronum canonis viglandum. Salut, maître. N'est-ce point là cet aimable fripon de chevalier de Furasque? Ainsi fait, maître. Et voici des personnes qui voudraient que vous leur fabricassiez des allumettes en bois. C'est-à-dire leur faire des choses qui n'existent pas encore. Ah, c'est cela même, maître. Des allumettes. Laissez-moi réfléchir. Voilà, j'y réfléchis. Oh, vous réfléchissez vite, maître. Plus vite qu'un miroir, monsieur. Plaît-il, maître? Il convient d'abord, avant toute chose, que je sache à qui j'ai affaire. Artémidor, mélange les encens, les alcalis, les acides et la poudre de niortiflore de Barzamoufle dans cette cornue. Bien, maintenant, silence. Ne soufflez plus mot. Puissance infernale, soyez avec moi. Bon, ça fume. Oui, ça fume. Et dans ces fumées, je vois qui vous êtes. Par les eaux du Styx, vous venez de loin, de très loin. Mais ce n'est pas possible. Habeas Corpus, aurais-je tout soudain l'entendement délirant? Vous êtes des imposteurs. Vous avez 3 siècles d'avance. Je vois des barbus du sang, des whisky. Je lis sur un fronton, préfecture de police, police judiciaire, commissaire Socrate. Vous êtes. Foutons le camp en vitesse avant qu'il ait percé notre identité. Black, frappez un coup de boule. Allez, hop, en avant. On fonce à la cuillère filante. Oui, et pourvu qu'Antares ait réussi à rétablir le contact. C'était Malheur au barbu, signé Furax. Une pièce radiophonique loufoque de Pierre Dac et Francis Blanche. Choix des textes Jacques Pessis. Réalisation Cédric Ossire. Malheur au barbu. Signé Furax. « 42e épisode. Monsieur et ma mère, vous vous êtes payé ma tête. Moi, monsieur le président. Cette cuillère filante que j'ai envoyée sur la Terre dont nous étions sans nouvelles, c'est sur votre ordre que son voyage a été déréglé. Mais, monsieur le président... Silence, monsieur et ma mère. Vous avez fait détraquer le radar d'art qui la dirigeait. Vous avez accéléré sa marche à tel point que, dépassant la vitesse de la lumière, l'engin a remonté le temps et perdu le contact avec nous. Pourquoi avez-vous fait cela? Eh bien, on m'a payé. Payé? Mais la monnaie n'existe pas sur Antares. Je sais, monsieur le président, mais on m'a payé avec quelque chose qui a chez nous infiniment plus de valeur. Quoi donc? Du nougat, monsieur le président. Vous n'avez pas honte? Oh si, monsieur le président. Sacrifier délibérément des vies, les lancer à travers les siècles et l'espace, tout ça pour du nougat? C'est ignoble. Je sais, monsieur le président. Et dites-moi, ma mère, il était bon ce nougat? Oh oui, monsieur le président. Eh bien, vous m'en apporterez, nous verrons ça. En attendant, vous allez me dire qui vous a payé pour cette forfaiture. Monsieur le président, c'est Furax. Pourquoi j'ai fait ça, monsieur le président? Eh bien, tout simplement pour me débarrasser de ces gens. Mais vous êtes un dégoûtant personnage, monsieur Furax. Oui, c'est bien possible. Mais moi, monsieur, je lutte. On ne fait pas la guerre avec de bons sentiments. J'ai des ennemis. Ma loi, c'est de les perdre. Mon devoir, c'est de les supprimer. Monsieur Furax,
À l'heure qu'il est, nos équipes d'astrophysiciens fouillent l'espace et le temps pour retrouver la trace de l'engin disparu. Ah bon? Oui, voilà un extrait des mémoires d'Habeas Corpus, un alchimiste du XVIIe siècle. Alors, c'est là. En l'année 1691, j'ai reçu des imposteurs venus des siècles à venir. Monsieur le Président! Alors? Nous avons retrouvé la cuillère filante dans la plaine de Champagne en 1691. Le contact avec le radar d'art a été rétabli. La cuillère filante, elle remarche. Oh, la radio, elle fonctionne à nouveau. Le contact avec Antares, rétabli. Allô, ici Antares. Équipe voyageurs interplanétaires. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, Antares, on vous entend très bien. Allô, le contact vous avait été coupé par suite de sabotage. Le radar d'art recommence à fonctionner et nous sommes à présent en mesure de vous rappeler à nous. Êtes-vous prêts au départ? Ah oui, on est prêts. En ce cas, la cuillère filante décollera dans 7 minutes, à 13h18, heure locale. Compris? Compris. Et voilà, les enfants. On va quitter le XVIIe siècle. Allez, à présent, en route. Non, ou plutôt, en ciel. Mais, dis donc, Black, au fond, on était venu sur Terre pour chercher des allumettes. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux, au XVIIe, ça n'existait pas. Le président Prout, ma chère, va être déçu. Attention, je ferme la trappe. Mais attendez, il y a un type qui court vers nous. Arrêtez, que diable! Arrêtez, mes seigneurs, ne partez pas encore. Qu'est-ce que c'est, mon vieux? Qu'est-ce que vous nous voulez? Ah, monsieur, s'il vous plaît, écoutez-moi de grâce. J'ai failli vous manquer. C'est le chevalier de Furasque qui m'envoie vers vous. Furasque? Mais qui êtes-vous? Je m'appelle Souffré. Vous êtes Souffré? Eh ben, mais ça arrive à des gens très bien. Vous vous méprenez, monsieur. Souffré est mon nom. Je m'appelle Jean-Baptiste Souffré. Ah. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur Souffré? Je suis un précurseur, monsieur. Bien personne ne veut me prendre au sérieux et on se gosse de moi. C'est pourquoi il faut que vous m'écoutiez. Je connais votre histoire. Je sais que vous n'êtes pas de ce temps et j'ai compris, moi, que vous êtes les seuls qui me puissiez comprendre. Bon, mais calmez-vous. C'est entendu, vous êtes un précurseur, mais en quoi l'êtes-vous? J'ai déjà inventé un tas de choses, mais quand je parle, on me rit au nez. Les enfants me courent après, et pourtant, tenez, messieurs, regardez cet objet. Oh, ça alors? Mais c'est un aspirateur. Je ne sais pas dire, monsieur, oui. J'ai inventé l'aspirateur. Un précurseur, monsieur, que je suis. Et ça, ma dernière invention. J'appelle ça des gratouillettes. Des allumettes? Des petits bouts de bois avec du soufre au bout. Vous voyez, on les gratte d'un coup de sec sur un frottoir. Et hop, voilà, plus besoin de battre le briquet. Des allumettes qui portent mon nom, des allumettes Souffré. Vous voyez bien que je suis pas fou. Acceptez de cette boîte de 100 allumettes. Elles vous feront penser à moi. Jean-Baptiste Souffré, le précurseur. Adieu, messieurs. Je vais aller mettre au point une de ces petites machines à écrire. Plus de plumes d'oie, plus d'écritoire. Adieu. Eh ben, ça alors. On rapporte des allumettes au président Prout, ma chère. Les voyageurs pour Antares, à vos places, s'il vous plaît. Boutonnez vos gilets, desserrez vos cravates. Attention au départ. C'était Malheur au barbu, signé Furax. Une pièce radiophonique loufoque de Pierre Dac et Francis Blanc. Choix des textes Jacques Pessis. Réalisation Cédric Ossir. Malheur au barbu. Signé Furax. « 43e épisode. Eh bien, je suis content.
Bien content de vous voir à nouveau réunis devant moi sur Antares. Oui, foi de prout, ma chère. Je suis bien content. Et nous vous rapportons ce que vous nous aviez envoyé chercher. Black, White, remettez solennellement les allumettes au président Prout-Macher. Voilà. Ah, des allumettes. Enfin. Ah, c'est merveilleux. Nous tâchons d'en faire bon usage maintenant que nous avons des allumettes. J'espère que ça va marcher. Mais pourquoi, président? Ça ne va pas comme vous voulez? Eh bien non, monsieur Fred. Eh non. L'école du crime organisé sous la direction de monsieur Furax ne donne que des résultats négatifs. La population d'Antares ne s'intéresse pas à la chose. Il ne vient pour ainsi dire personne à l'école. Bref, résultat, échec total des moyens pédagogiques. Maintenant que nous avons des allumettes, il faut que ça change. Monsieur Furax, qu'est-ce que vous proposez? Président, c'est très simple. Si la population d'Antares se montre réfractaire et déserte l'école du crime, c'est parce qu'elle n'a pas encore subi d'épreuves. Vous croyez? J'en suis sûr. Vos administrés sont mous, président Prout-Macher. Beaucoup trop mous, vie trop facile, pas d'ambition. Ils se contentent d'exister, de rêver au soleil sans demander autre chose. Il est indispensable de tremper leurs âmes. Or, président, qu'est-ce qui trempe l'âme? L'épreuve, oui, l'épreuve qui durcit, l'épreuve qui galvanise les énergies. Oui. Alors, conclusion. Voilà le plan que je propose à votre haute autorité. Vous publiez un décret instituant le service obligatoire dans l'armée du crime. Cette décision prise, je me fais fort de déchaîner sur Antares une vague de vols, d'incendies, de meurtres en série, de massacres organisés, bref, de déclencher la grande, la sublime épreuve qui trempera à jamais l'âme de vos concitoyens. Seulement, pour tout ça, il me faut les pleins pouvoirs. Des pouvoirs absolus, dictatoriaux, sans la moindre restriction. Oui, bien sûr, oui. Tout ça me paraît assez... Oui, les pleins pouvoirs, oui. Oui, mais quand même. Alors, président, vous me les donnez, ces pleins pouvoirs? Je ne sais pas, J'ai quand même un peu peur. Mais peur de quoi? Que ça aille un peu trop loin. Mais ça ne va jamais trop loin, président. J'ai dit, Furax. Ici, c'est moi qui commande. Allô, donnez-moi oméga 648 771 multiplié par 12 et divisé par 8. Allô, c'est vous, alléluia? Bon. Préparez-moi les actualités de la semaine prochaine et mettez au point l'écran prémonitoire. Que ce soit prêt dans 5 minutes. Installez-vous. Restez à mon côté, Furax. Prêt, alléluia? Alors envoyez. À la suite du décret promulgué par le président Prout-Macher, accordant les pleins pouvoirs à M. Edmond Furax dans le domaine de la criminalité, on a pu aussitôt enregistrer sur l'ensemble du territoire d'Antares des résultats quelque peu terrifiants. Voici quelques scènes prises sur le vif. Dans le 4e district, il souffle depuis ce matin un vent de cruauté inimaginable. Un petit groupe d'individus déguisés en honnêtes cultivateurs parcourt les rues en semant un peu partout des ferments de haine. Les habitants, comme frappés de folie furieuse, se précipitent les uns sur les autres et s'entregorgent. Les ruisseaux sont rouges de sang. Le vent de cruauté souffle de plus en plus fort et le nombre des victimes s'accroît d'heure en heure. Ah, c'est beau, hein, président? Taisez-vous, Furax. Dans le 2e district, on assiste à des phénomènes de psychose extrêmement curieux. Des dialogues incompréhensibles s'échangent. Oh, vous me faites pas peur, monsieur. Et vous non plus, monsieur. Je vous vois venir, vous voulez m'attaquer. Non, monsieur, moi je me défends. Ah oui, moi aussi, monsieur. Alors, si vous êtes sur la défensive, c'est que vous voulez m'attaquer. Si vous dites que je veux vous attaquer, c'est que c'est vous qui en avez l'intention. Salaud. Crapule, pourri, ordure, salope. Et comme pris d'une hystérie collective, des milliers de gens entament une lutte à mort pour se défendre contre un péril imaginaire. Le spectacle est d'une sauvagerie sans nom. Oh, formidable, hein, président? Silence, Furax.
Et partout sur Antares déchaîné, ce ne sont que meurtres, délations, vols, escroqueries sordides. Signez-moi ce reçu. Quel reçu? Le reçu des 2 millions que je viens de vous donner. Mais vous ne m'avez rien donné. Mais vous avez les 2 millions sur votre bureau. Signez-moi ce reçu. Ah bon? Une signature? Tiens, voilà! Et l'affaire est réglée. Antares est la proie d'une sorte de folie meurtrière. Et ça ne fait que commencer. Nous vous tiendrons au courant de la situation au fur et à mesure du déroulement des événements. Alors, monsieur le président, satisfait? Oh oui! Alléluia! Passez-moi la bobine de ce film. Merci. Et maintenant, vos allumettes vont servir à quelque chose. Voilà! Mais que faites-vous, président? J'y mets le feu, car tout ceci n'aura pas lieu. C'était Malheur au barbu, signé Furax. Une pièce radiophonique loufoque de Pierre Dac et Francis Blanche. Choix des textes Jacques Pessis. Réalisation Cédric Aussi. Malheur au barbu. Signé Furax. Quatrième épisode. Parmi les solitudes interplanétaires, dans le vide infini du cosmos, où le vent silencieux des espaces fige les astres dans leur indifférence de glace, un engin étrange fonce sans bruit, suivi d'une longue traînée orangée. L'Antarébus, astronef de la compagnie intersidérale de transport dont le siège social est sur Antares, l'Antarébus file vers la Terre. À son bord se trouvent, une fois de plus réunis, confortablement installés pour une traversée qui dure 5 jours, tous les protagonistes de cette douloureuse aventure qui, depuis tant d'années, serre la gorge de tous ceux qui en suivent le récit. Commissaire Socrate. Eutimène. Pauline 4, Maharanée de Samakutra. Fred Transport. Black. Anne White. Professeur Christmas. Et Edmond Furax de l'Académie française. À bord de l'Antarébus se trouvent 653 héros de cette histoire. Les 653 sacrifiés. Ceux que l'on ne connaît que sous une appellation vague et anonyme. Les barbus, les barbus, les barbus. Oui, les barbus. Rapatriés par les soins du conseil d'administration d'Antares. Les barbus. Tout frémissant à la pensée de revoir leur planète, leur pays, leur foyer, au terme de leur longue aventure. Voilà pourquoi il règne, à bord de l'Antarébus, une atmosphère de liesse et d'espoir. Furax, nous venons de rentrer dans l'atmosphère territoriale de la France. Nous ne sommes plus sous l'effet de la trêve de l'espace. Vous redevenez Furax, l'homme à abattre. Je redeviens le commissaire Socrate, chargé de vous arrêter, et je vous arrête. Ah, alors là, je vous arrête, Socrate. Non, c'est moi qui vous arrête. Non, enfin, je veux dire, je vous contredis. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Vous n'avez rien contre moi. Vous croyez ça? Eutimène, lisez le mandat d'arrêt. Je vous écoute. Furax Edmond, arrêté pour projection de corps étrangers hors de l'atmosphère terrestre, circulation interplanétaire irrégulière, absence de plaque d'identité, stationnement illicite de satellites entre la Terre et la Lune, défaut d'éclairage et de feu de position. Eh bien, Socrate, vous ne manquez pas de culot. Parfait. Ajoutez injure à un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions. À présent, Edmond Furax, au nom du président de la République et des pouvoirs qui me sont conférés, au nom du Père, au nom de la morale et au nom de la loi, je vous arrête. Nous interrompons notre programme pour vous signaler que tous les barbus disparus en octobre 1951 viennent d'être retrouvés sains et saufs dans les arènes de Béziers. Furax, leur ravisseur, a été arrêté. Furax,
Content de revoir Paris. Ça y est, l'aventure se termine. Méfiez-vous, commissaire. Rien de ce qui est fini n'est jamais complètement achevé tant que tout ce qui est commencé n'est pas totalement terminé. Alors qu'est-ce que vous voulez dire par là? Avant de me conduire en prison, pourrions-nous faire un détour? Un détour? S'il vous plaît, prenez la route de Rungis. Vous ne le regretterez pas. Vous m'intriguez, Furax. Et j'aimerais que Black, White et surtout le professeur Christmas et Fred Transport viennent avec nous. Bon, d'accord. À quelle adresse? Villa Les Pustules, impasse de l'Épiderme, à Arcueil. C'est ici, ce pavillon. J'espère que vous ne nous réservez pas une mauvaise surprise, Furax. Oh, je ne pense pas, Socrate. Au contraire. Voici la clé. Je vous laisse le soin d'ouvrir. Bon, d'accord. Qui est-ce? C'est moi. White, cette voix. Mais c'est pas possible, mais c'est Carole. Carole, ma petite Carole. Ma petite fille. Oh, Carole. Oh, ma Carole. Ne me dites pas, Furax, qu'en plus, vous avez enlevé Carole. Ah, je ne l'ai pas enlevée, Socrate. Elle est ici de son plein gré, chez moi, et même chez elle. Je ne comprends pas, Furax. Carole Christmas est ma femme, commissaire. Quoi? Ma Carole? La femme de Furax? C'est une blague, Furax. Mais de très mauvais goût. Non, c'est très sérieux. C'était pendant la drôle de guerre. J'étais mobilisé quelque part en France. Je correspondais avec une marraine de guerre, une jeune fille charmante qui m'envoyait des berlingots. J'en raffolais. Et je raffolais aussi de la jeune fille que je ne connaissais pas. Elle est devenue ma marraine de guerre, on s'est écrit de plus en plus tendrement, puis je l'ai demandé en mariage. Elle a accepté, on s'est mariés par téléphone. Ah oui, car on se mariait par téléphone à cette époque. C'était d'ailleurs bien pratique. Mais alors, la consommation. Ah, oui, il n'y a pas eu de consommation. À part le verre de fine que j'ai bu pour fêter l'événement. Un mariage blanc, en quelque sorte. Oui, mais légal quand même. Mensonge! Vous n'avez pas de preuves! Mais si, professeur. Lors de mon dernier séjour à Paris, je suis allé au central téléphonique de la rue du Louvre, où le mariage a été célébré. Voilà le reçu. Et c'est là que j'ai réalisé que ma femme s'appelait Carole Christmas. Carole! La femme de Furax! La femme d'un monstre! Non! Carole n'est pas la femme de Furax. Malvina? C'était Malheur au barbu, signé Furax. Une pièce radiophonique loufoque de Pierre Dac et Francis Blanche. Choix des textes Jacques Pessis. Réalisation Cédric Aussi. Malheur au barbu. Signé Furax. Dernier épisode. Malvina, que faites-vous là? Comment nous avez-vous retrouvés? J'ai suivi vos aventures de loin, mais de très près dans mon cœur. Avec toi, mon Fufu, mon héros. Et c'est pour ça que tu m'aimes, Malvina. Quand j'ai appris cette histoire de mariage, j'ai mené ma petite enquête. Fufu, tu te souviens du numéro que tu as appelé? Je sais que le central, c'était Odéon, donc le numéro commençait par O-D-E. Il arrive quelquefois que, voulant composer sur le cadran du téléphone le central Odéon, on compose par erreur O-P-E, c'est-à-dire opéra. Oui, non, mais et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Edmond Furax ne s'est pas marié avec Carole Christmas, mais avec Joseph Asphodel, négociant en tapioca. Moi, Furax, je suis marié à... Tu étais marié, Fufu. Joseph Asphodel est décédé, voici 5 ans, d'un manque de savoir-vivre. Ce qui veut dire? Que tu es veuf, mon Fufu, et que tu es libre de te remarier. Mais ce qui veut dire aussi que vous êtes toujours célibataire, Carole, mais peut-être pas pour longtemps. Carole, est-ce que vous voulez m'épouser? Carole, réponds oui. Il t'a attendu longtemps, très longtemps. Il a souffert pour te retrouver. Alors, il faut l'aimer beaucoup. Tu entends?
Mais je l'aime beaucoup, papa, je te le jure. Je vous donne mon feu vert, Carole. Mais je crains de ne pas pouvoir être libre pour assister à votre mariage. Je vous le confirme, Furax. L'affaire des barbus touche à sa fin. Le juge d'instruction a terminé son travail et entendra une dernière fois le célèbre malfaiteur Edmond Furax avant de transmettre le dossier à la justice. Auparavant, il a tenu à recueillir quelques précisions de la bouche même des deux détectives privés, Black and White. Enfin, c'est incroyable, je ne peux rien vous tirer. Si, monsieur le juge d'instruction, vous pouvez nous tirer les cheveux. Mais doucement, hein. Vous avez pourtant suivi l'affaire des barbus. Pas à pas. Vous connaissez les détails. Point par point. Vous savez ce qu'a fait Furax. Jour par jour. Vous savez tout le sang qu'il a versé. Goutte à goutte. Vous avez même failli être ses victimes. Côte à côte. Vous avez lutté contre lui. Coude à coude. Vous vous êtes battus comme des lions. Corps à corps. Vous l'avez peu à peu grignoté. Miette à miette. Oui, vous avez suivi ses évasions. Heure par heure. Ses arrestations. Minute par minute. Ses interrogatoires. Mot à mot. Alors pourquoi ne pas répondre à mes questions? Écoutez, monsieur le juge d'instruction, tout le monde s'est rué pour vous donner des détails et des précisions. Tout le monde l'a accablé. Permettez-nous de ne pas nous joindre à ce monde-là. Votre dossier est assez épais, monsieur le juge. Vous en savez assez pour lui faire couper la tête, les bras et les jambes. Laissez-nous faire le geste de lui laisser le corps en un seul morceau. Allez, au revoir, monsieur le juge. Au revoir, messieurs. Et sans rancune. Sans rancune. Ah, mais dis donc, Black, regarde l'avocat. Il entre dans notre voiture. Il est gonflé. Et là. Ouais, oh, à vous, là. Sortez, là. Haut les mains. Quoi? Haut les mains. Un avocat qui brandit un revolver? Silence. Montez ou je vous descends. Je ne vous veux aucun mal. Mais bon sang, White, c'est Furax. Oh, nom d'un chien. Vite, je vous dis, question de vie ou de mort. Allez, démarre, vieux. Comme tu voudras. Quelle direction? Sortez de Paris. Vite, porte d'Orléans. Direction la vallée de Chevreuse. Arrêtez-vous ici. Nous serons bien pour parler. Nous ne parlons pas sous la menace d'un revolver, Furax. Bon, prenez-le si vous voulez, c'est un revolver à fléchette. Ah la vache, il nous a eu. Non, messieurs, c'est vous qui m'avez. Vous savez bien que vous auriez pu refuser de me conduire jusqu'ici, même avec un vrai 635, pas vrai? Nous? Nous? On aurait... Oui, si vous avez obéi avec tant de souplesse, c'est que vous aviez déjà décidé de me laisser une chance, non? Non, c'est-à-dire que... À vrai dire, vous avez donné sciemment un coup de pouce aux événements. Vous étiez ma seule chance d'évasion, car même habillé en avocat, je n'aurais pas pu aller bien loin si votre voiture n'avait pas été là. Je ne perdrai pas de temps à vous remercier. D'ailleurs, Furax ne remercie jamais. Mais quelque chose me tracasse. Quoi donc? Pourquoi, après m'avoir traqué pendant des mois et des mois, me laisser le champ libre au nez de la police et à la barbe de la justice? C'est ainsi. Alors, adieu, Furax. On se serre la main? Non, on se dit adieu. Alors, adieu. Et partez vite, avant qu'on change d'avis. Merci, messieurs. Je croyais que Furax ne disait jamais merci. C'est la dernière fois. Et le voilà qui s'en va sur la route. Furax s'en va, libre et malheureux. Les arbres qui s'en foutent lui font de l'ombre, comme à n'importe qui. Le vent lui souffle dans les cheveux, comme il fait à tout le monde. Furax rentre dans le silence. Il s'éloigne, là-bas. Peut-être le reverrons-nous. Souviens-toi de ce qu'il nous a dit. Oh oui. Rien de ce qui est fini n'est jamais complètement achevé tant que tout ce qui est commencé n'est pas totalement terminé. C'était Malheur au barbu. Signé Furax. Une pièce radiophonique loufoque de Pierre Dac et Francis Blanche. Choix des textes et adaptation Jacques Pessis. Avec Damien Houssier, Grégoire Osterman, Marina Golovine, Gilles Privat, Simon Bacouche, Philippe Lodenbach, Antoine Gouy, Emeline Bayard, Xavier Brossard, Laurent Ferraro, Joachim Salinger, Brigitte Faure et Franck Molinaro. Bruitage, Bertrand Aniel. Prise de son, Julien Doumain, Mathieu Leroux, Célia Dufour. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Cédric Aussi.
Malheur aux barbus de Pierre Dac et Francis Blanche est publié aux éditions Omnibus.